Dans la nuit, alors que Niamey dormait, de violentes détonations ont brisé le silence autour de l'aéroport international. Tirs nourris, panique, zone bouclée, le Niger se réveille sous le choc d'une attaque nocturne dont les auteurs restent inconnus. Qui a frappé? Comment une infrastructure aussi stratégique a-t-elle pu être ciblée? Et surtout, que révèle cet épisode sur l'état réel de la sécurité du pays? Entre silence des autorités, rumeurs persistantes et inquiétudes croissantes, cette attaque soulève de lourdes questions. Décryptage, faits, enjeux et zones d'ombre. Restons ensemble pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Niamey. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. Cheikh Oumar Doumbia, comment se fait-il que l'aéroport international, qui est un site si sécurisé, puisse être autant touché? Alors, première des choses, c'est que le terrorisme, je l'ai dit au Mali il y a quelques années, ça fait tout bizarre de répéter ça, lorsqu'il est combattu militairement, commence à agir de la sorte. Donc, c'est des cibles de haute sécurité qui deviennent visées. Et ces cibles de haute sécurité sont le lieu d'attaque qui ont pour non seulement impact de prouver qu'ils peuvent faire plus de dégâts, mais qui ont pour impact aussi la destruction de matériel. Et cette attaque, elle est naturelle et le Niger devrait être préparé à ça. Parce que bon, peut-être au Mali, on a vu le cas, jusqu'à ce que l'avion présidentiel ait pu être touché à un moment donné. Mais cette attaque, elle est beaucoup plus conséquente. Pourquoi? Parce que le matériel touché, c'est énorme. Les drones coûtent beaucoup d'argent, jamais en dessous des 30 millions de dollars. Différents types, mais ça coûte énormément d'argent. Alors, à ce stade, des avions touchés, une base de drones touchée. Et d'ailleurs, j'en profite, Cheikh Oumar Doumbia, pour exprimer tout naturellement toute notre solidarité à la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, dont l'un des appareils qui était donc sur le tarmac de cet aéroport a été touché. Et je pense que cette compassion, on doit l'étendre d'ailleurs au peuple du Niger, aux dirigeants du Niger. Ce qui peut-être est déplorable aujourd'hui, c'est les moyens de communication que le général Tchani, président du Niger, a choisi aujourd'hui. J'étais en train de suivre les éléments où il indexe ses voisins, il indexe le Bénin, il indexe la Côte d'Ivoire, il nomme les présidents. Il nomme aussi Emmanuel Macron de la France d'être sponsor de ce qui vient de se passer. Et pendant longtemps, il avait travaillé à dissimuler la présence de forces russes. Et c'est lui qui vient saluer d'ailleurs les Russes pour avoir aidé à riposter face à cela. Ce qui, aujourd'hui, met à mal toute la fameuse narrative de nous travaillons à pouvoir nous défendre nous-mêmes tout seuls. Quand tu es attaqué et que toi, en tant que général, au lieu de saluer d'ailleurs tes propres forces, tu salues des forces étrangères, c'est assez terrible. Donc, c'est de dire que tout le mécanisme de sécurité... Parce que la sécurité, malheureusement, Alassane, coûte excessivement cher. Ces pays veulent bien, mais n'ont pas les outils nécessaires pour réussir cette sécurité-là. Surtout, face à des forces qui ne cherchent qu'à s'aimer le tort. Ils n'ont rien à perdre, eux. Ils veulent juste créer des problèmes et ils y arrivent de cette façon. Donc, ce qui vient de se passer est suffisamment déplorable et aurait dû être prévenu. Et c'est un rappel que la sécurité, surtout face au terrorisme, c'est d'abord un travail de renseignement accru. Parce que c'est les renseignements qui permettent de savoir ce que ces gens veulent faire, ce qu'ils veulent tenter de faire et travailler à prévenir le mal. À partir du moment où les combats sont engagés, c'est les citoyens qui sont terrorisés, c'est des vies qui sont brisées, c'est des militaires qui perdent la vie, c'est du matériel qui a coûté excessivement cher parce que ces populations aujourd'hui souffrent le martyre parce que presque tout l'argent de ces pays vont dans des armes et vont dans l'équipement militaire. S'il faut qu'après avoir acquis tout cet équipement, des gamins armés de Kalachnikov viennent créer tout ce désordre, franchement c'est terrible. Maurice Grandbouté. Je trouve que c'est un peu tôt pour se prononcer sur le fond de l'attaque, parce que des informations qu'on a reçues du gouvernement nigérien, on n'a pas vraiment d'informations très précises sur la nature des armes qui ont été utilisées, sur les personnes. On reste toujours dans certaines hypothèses, parce qu'il n'y a pas de preuves qui sont réellement avancées. Second élément, ça ne me rassure pas trop, parce qu'on a pu voir ces derniers jours que le Mali est devenu la première puissance militaire, je crois, de l'UEMOA. Et donc, en tant que première puissance militaire, avec ses alliés, normalement, on aurait pu, ou bien on aurait dû se retrouver, en fait, face à un pays qui sait se défendre. Parce qu'il y a une sorte de coopération militaire entre eux. D'autant plus que le site de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel se trouverait à côté de cet aéroport. Bien sûr, et ça justifierait le fait peut-être qu'ils ont peut-être acquis beaucoup d'armes, mais en termes d'efficacité pour la défense et la sécurité, il y a un problème. On se retrouve avec des pays qui sont enclavés. Le Burkina a peut-être 8 pays à ses frontières. Pour les autres, on peut se retrouver avec 4-5 pays voisins. Dans ce genre de contexte, on ne peut pas seulement compter sur sa force propre. Parce que tous les voisins peuvent se liguer à un moment donné et on peut frapper à tous les points. À un moment donné, on peut se retrouver pris dans un étau. Donc, je pense que cette attaque-là, elle est malheureuse. Mais en même temps, ça devrait interpeller l'AES sur le fait que pour se défendre, elle a intérêt à coopérer avec la CEDEAO. Très bien.
Merci beaucoup. Alamine Fofana. Oui, d'abord, compassion pour le peuple frère du Niger, soutien. Heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Selon ce qu'on sait à ce niveau, il y a beaucoup aussi d'incertitudes autour de la question, beaucoup d'hypothèses. Donc on attend encore le communiqué officiel du gouvernement du Niger. Mais avant ça, les hypothèses parmi lesquelles on entend beaucoup de terrorisme, etc., qui est une zone aussi qui est prompte à ce phénomène-là. Déjà, la première analyse que je voudrais faire, c'est de dire que en matière de gouvernance sécuritaire, les pays de l'Afrique, principalement de l'Afrique de l'Ouest, gagneraient à être dans une posture d'humilité. Parce que la gouvernance sécuritaire est tellement difficile, est tellement complexe, qu'il ne suffit même pas souvent de quelques milliards pour pouvoir régler la question. C'est des menaces qui sont très vastes. Et souvent, les solutions pour les régler peuvent peut-être toucher un acteur quand on a insulté le président de la République. Jacques Oumadou a parlé de renseignement. On ne peut pas contrer cette menace-là sans renseignement, mais par exemple, nous qui sommes aux sciences politiques, lorsque vous faites de la documentation sur la performance du renseignement ouest-africain, souvent il y a des données qui n'existent pas. Donc aujourd'hui, si vous pesez dans la balance le renseignement de certains pays du Nord par rapport au renseignement qu'on a en Afrique ici, c'est comme le jour et la nuit. Donc pour moi, on gagnerait plus à aller dans un processus de collaboration bilatérale respectueuse, parce que le plus important, c'est de protéger ces populations-là, donc d'éviter de créer du traumatisme dans la ville. Donc c'est une première recommandation par rapport aux dirigeants. Autre chose aussi qui alarme, c'est que l'attaque a lieu à côté aussi du site qui, normalement, doit protéger les pays de l'AES. Donc si ça vient des acteurs terroristes, c'est pour narguer. Ça vous dit qu'en réalité, vous ne contrôlez rien, vous ne maîtrisez rien. Là encore, la problématique devient un peu plus complexe. Donc il faut quitter dans cette logique de victimisation. Très bien. Et pour moi, rentrer dans un processus de collaboration pour qu'on puisse régler ces problèmes et ne plus assister à ce genre de situation. Une question rapidement. Déjà, tout ce qu'ils ont dit est exact, mais moi je vois planer l'ombre aussi de la société Orano, puisque les jours précédents, il y a eu des événements. Il y a eu certains événements, lorsqu'on voit le journal Le Monde ou Le Point, on se rend compte qu'il y a un stock d'uranium de 1000 tonnes, litigieux, de 1000 tonnes qui se trouve dans la zone de l'aéroport et qui fait l'objet, bien sûr, d'un litige juridique puisque Orano a intenté une action contre l'État du Niger. Et quelques jours après, on voit que dans la même zone où se trouve l'uranium litigieux, il y a une attaque. Bon, je pense qu'il y a un lien direct entre l'uranium qui a été entreposé là et l'attaque qui a été perpétrée. Je ne dis pas que la société a voulu récupérer cet uranium, mais je m'interroge et tous les éléments montrent que cette interrogation a son fondement. Très bien. Gaël Lacroix, pour finir. Devant cette situation, dans l'analyse, il faut faire vraiment attention. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas de communication officielle. Vous savez, quand ce genre de choses se passe, souvent ce sont des terroristes, ils revendiquent les heures qui suivent. Pour l'instant, personne n'a revendiqué. L'État ou bien le pouvoir nigérien n'a rien dit officiellement. Mais il faut retenir que le Niger, le Mali, le Burkina sont aujourd'hui des zones rouges où il y a eu des coups d'État. Et ceux qui dirigent la destinée de ces peuples-là sont là, à la suite de coups d'État, ils n'ont pas fait d'élection. Alors, si on veut pousser la réflexion, est-ce que c'était une attaque qui voudrait, ce sont des hypothèses, qui voudrait aller vers un coup d'État, ou bien est-ce que c'était une action terroriste? Alors, premièrement, tentative de coup d'État, on se pose la question. Deuxièmement, est-ce que c'était une manœuvre technique d'affaiblir même l'armée? Et puis troisièmement, est-ce que c'était une sortie sporadique terroriste? Certainement, quand les communications officielles viendront, on aura plus de détails. Mais le simple fait qu'aujourd'hui, on a entendu dans l'élément, depuis 23h jusqu'à minuit, 1h du matin, là-bas, très tardivement, les choses sont passées. Même ce matin, Air Côte d'Ivoire a pu faire un communiqué pour dire ce qui est arrivé à son aéronef. Mais jusqu'à présent, l'État, le général, n'a pas pu faire une communication officielle, ce qui présage et veut dire qu'ils ont certainement été touchés. Ils ont été touchés, on n'a pas de bilan matériel, on n'a pas de bilan humain jusqu'à cette heure. C'est que ça veut dire quelque chose. À quoi le peuple doit s'attendre pour cette nuit-là? Vraiment, est-ce qu'ils sont en sécurité? Cette attaque nocturne à l'aéroport de Niamey laisse derrière elle plus de questions que de réponses. L'identité des assaillants demeure floue, le bilan officiel se fait attendre, et l'inquiétude grandit au sein de la population. Au-delà de l'événement, c'est toute la question de la sécurité nationale qui est posée, notamment autour des infrastructures stratégiques. Le silence ou la lenteur de la communication officielle alimente les doutes et les spéculations. Une chose est certaine. Le Niger traverse une période sensible où vigilance, transparence et réponses claires sont plus que jamais nécessaires. Merci d'avoir suivi cette analyse, restons attentifs à l'évolution de la situation. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité.